ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Nous regardez également sur Espace TV tous les matins. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, Les Grandes Gueules sur cette antenne. Merci à vous qui nous écoutez à la radio du côté de Kindia sur 99.7, même fréquence à Bokeh, à Labé. Vous êtes dans le Kakandé profond. Vous nous écoutez également sur Espace Kakandé. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Cancan, là sur 99. Si vous êtes à Lola, à Youmou, à Macenta, 99.7 à modulation de fréquence. Vous êtes à l'international. Vous nous écoutez via les bouquets Canal+. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Il faut le rappeler, le premier tour des élections législatives maliennes a effectivement eu lieu hier dimanche dans des conditions particulières, sans compter l'insécurité persistante dans le nord et l'enlèvement donc récent du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, et ce qui a frisé donc les débats. C'est le risque sanitaire majeur dû à l'exposition potentielle des populations au Covid-19 face à la survenue donc du virus au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a voulu compter donc sur, il faut le rappeler, la multiplication des gestes barrières et la responsabilité de son peuple. Mais cela va-t-il suffire, hein? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin chez les GG. Eh bien, quelles sont les conditions du déroulement de ce premier tour et quel avenir au dialogue souhaité donc par le président Ibeka dans ce contexte majeur d'insécurité? Le premier ministre malien s'exprime chez nous ce matin. Messieurs Moussa Mara, il sera en direct chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Le double scrutin législatif et référendaire donc du 22 mars dernier a porté son lot de violence à Conakry, à l'intérieur du pays. Dans le sillage, la région forestière s'est particulièrement démarquée avec des cas d'affrontement très vite devenus intercommunautaires pour un bilan humain expression. Comment comprendre ces violences à l'occurrence et comment en sortir? Nous posons toutes ces questions ce matin à M. Kabinet Komara. Il faut le rappeler, il est ancien Premier ministre ici chez nous en Guinée. Nous allons partir avec vos réactions évidemment sur Twitter, très nombreux ce matin à réagir. Si vous le voulez bien à la régie avec ce premier qui nous écrit, c'est bien sûr Mara Abdoulaye. Bonjour les GG. La situation des populations guinéennes est grave. L'État a lancé un état d'urgence sans mesure d'accompagnement. Fermer les lieux cultes, fermer les écoles. Nous les enseignants du privé, comment sortir de cette ornière? Que Dieu nous protège. C'est Abdoulaye Kamara qui nous envoie ce message. On reste avec Ibou Diallo aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les Grandes Gueules, bonjour à toute l'équipe. Je suis très inquiet de la légèreté avec laquelle l'État fait face à ce coronavirus. Comment imposer donc de telles mesures sans pouvoir contrôler les prix sur les marchés? Où est la solidarité de nos hommes d'affaires? Un peu de sérieux, c'est Ibou Diallo qui nous envoie ce message. Irwana qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Conakry devrait être isolé au reste des autres régions pour éviter évidemment la contamination aux autres Guinéens à l'intérieur du pays, car gouverner c'est prévoir. Chers gouvernants, sortez de votre médiocrité et sauvez le peuple. Hashtag espace GG. Mahmoud Diallo aussi qui réagit sur Twitter. Bonjour les GG. Le gouvernement est le coronavirus est une vraie pandémie, il veut dire. Alors, la population guinéenne doit prendre ses responsabilités, car tout le monde connaît l'incapacité du gouvernement. Alors, prudence, Mahmoud Diallo depuis Abidjan, et il nous regarde forcément à la télévision. Nous restons avec Mohamedou Diambari aussi, qui nous écrit hashtag espace GG. Bonjour les Grandes Gueules, l'heure est grave. Les pays qui ont une médecine à la pointe sont bouleversés par la pandémie. En Guinée, l'État ne
ne joue pas son rôle régalien pour protéger donc les citoyens. Honte. Voilà, c'est Mamoudou Diambari qui nous envoie ce message. Nous aussi qui nous écrit, sur le hashtag Espace GG. Bonjour à toute l'équipe des GG. Très belle analyse de Moussa Moïse ce matin. Il faut rien attendre des dirigeants africains. Meilleure santé à Moustapha Naïté et que Dieu nous protège contre cette maladie. L'heure est grave. Saïkouba aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. J'ai l'impression que le gouvernement ne prend pas cette pandémie au sérieux. Sinon, comment est-ce que le PRAC peut décréter un état d'urgence sanitaire sans aucune mesure d'accompagnement? Eh bien, Saïkouba du côté de Koloma qui nous envoie ce message. Tidiane Botegueba aussi qui nous écrit sur Twitter. Ils sont très nombreux à nous écrire. Je pense que ça tombe bien quand cette pandémie commence par les hauts responsables, vu que la négligence est là, la non prise au sérieux de cette maladie qui continue de faire des ravages partout dans le monde. Tidiane Bogueba depuis Douala qui nous envoie ce message. Un dernier pour la route avec Youssef Kaba aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. L'équipe, il faut couper Conakry du reste du pays. Ce qui se dessine n'est pas de bon augure. L'irresponsabilité et l'inconscience de nos autorités risquent de nous conduire dans l'irréparable. Soyons sérieux, rigoureux avec nous-mêmes et respectons donc les mesures barrières. Donc c'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message. Vous êtes très nombreux évidemment à réagir ce matin. Dans un instant, nous allons partir du côté du Mali, évidemment, d'où nous attend donc le Premier ministre Moussa Mara qui va intervenir sur notre antenne. Allez-y Moussa Mouissila. Oui, ce détail, parce que nous l'annoncions ce matin et il n'y a pas de surprise, la Guinée connaît 6 nouveaux cas ce matin. Ouais. Voilà. Allez, oui, allez-y. Donc la Guinée connaît 6 nouveaux cas testés positifs au Covid-19. Ce message de l'ANES le confirme bien. 6 nouveaux cas confirmés de coronavirus viennent d'être détectés en Guinée. Il s'agit de Guinéens repartis comme suit. 2 contacts de cas confirmés positifs. 1 cas ayant reçu des visiteurs venant d'un pays touché. 3 cas dont les investigations sont en cours pour déterminer la cause de la contamination. Ils font partie d'un groupe de 21 personnes testées le même jour, dont les 15 autres se sont révélées négatives. Ces nouveaux cas portent à 22 le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Guinée depuis le 12 mars 2020, dont un sorti guéri. Je pense qu'on n'est pas en train de rêver. On n'est pas en train de rêver. Cette maladie, elle s'est disséminée partout. Et je vous dis une chose. Il faut, à ce niveau, à ce stade, permettre aux professionnels, à ceux qui ont les compétences, qui ont fait les études pour cela, aux professeurs agrégés, mettez-les devant qu'ils soient au front, sur la première ligne. Ce sont ces personnes-là qui peuvent établir un schéma thérapeutique. Ce sont ces personnes qui peuvent donner des conseils. Ce sont ces personnes qui peuvent créer une sorte de noyau de conseils scientifiques dans notre pays, capable donc de conseiller l'ANS, mais également de conseiller le ministère de la Santé publique, mais au-delà de conseiller le gouvernement sur la politique à prendre dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Ne mettez pas ces matières grises-là de côté pour faire une lutte politique. Ça n'a pas de sens, c'est une lutte scientifique. Il faudrait que l'on le comprenne. Moi, ce matin, ce qui m'inquiète de plus, c'est comment retrouver ces citoyens guinéens dont la plupart ont fui d'ailleurs. Ils ne souhaitent même pas qu'on les appelle pour qu'ils reviennent. Certains ont même décidé de renoncer à leur passeport pour ne plus revenir. Parce qu'on a fait dans l'amateurisme, dans la gestion bien entendu de ces cas contacts. À ce jour, la question que je me pose, c'est à quoi servira le nouveau centre qu'on a aménagé du côté de Nonka? C'est pas possible. Il faut trouver un autre centre plus adéquat, mieux équipé, parce que je pense que dans les jours à venir, on peut s'attendre également à une autre explosion. Pour le cas d'EcoBank et de UBA, c'est encore plus grave, puisque qui parle de professionnels des banques, qui parle de l'agence principale d'EcoBank à Kaloum, on sait bien les différentes interactions, les va-et-vient, les billets de banque et autres, c'est quand même très inquiétant. Et moi, à ce stade, je demande au gouvernement solennellement de se réveiller, de mettre aujourd'hui en place les mesures d'accompagnement par rapport aux mesures drastiques qui ont été annoncées par le chef de l'État, de comprendre que quand vous voulez prélever sur une entreprise et autres, vous faites cela en fonction
des bénéfices que cette entreprise peut générer au cours de l'année, peut avoir au cours de l'année. Mais si cette entreprise est déjà au cours de l'année condamnée parce que fermée, parce que ne fonctionnant pas, le gouvernement doit pouvoir accompagner ces entreprises-là. Et j'apprends, et ça, je veux dire au gouvernement qu'Amoul en fait. J'apprends que les 20 000 textes qui existent, ils vont prioritairement faire une sorte de dépistage des fonctions du personnel de la fonction publique. Je dis non, ça ne se fera pas. Ces tests-là, c'est pour nous autres aussi. Vous allez devoir soit appliquer les recommandations de l'OMS qui demandent à ce qu'il y ait un dépistage massif. Quand il y a dépistage massif, cela permet de mieux cerner l'étendue de la pandémie, l'étendue du virus. Soit vous ne le faites pas du tout et on continue de gérer au cas par cas comme vous le faites. Mais vous n'allez pas laisser nous autres citoyens lambda et aller tester de façon massive des fonctionnaires de l'État. Ça ne sera pas possible, ça ne se fera pas à Moulanfé à ce niveau-là. Et également, il faut inviter quand même le ministère de la Santé à approcher dans une sorte de coordination les chercheurs traditionnels. On a quand même un centre qui existe, que beaucoup de Guinéens ne savent pas, de valorisation des plantes médicinales. Ça existe dans notre pays, à Dubrika. Qu'est-ce qu'on fait dans l'application de ces personnes, dans la recherche? La chloroquine quand même vient d'une plante naturelle. Est-ce qu'on en produit? On n'en produit pas dans notre pays. Les grandes entreprises, les grands laboratoires qui en produisent sont en Occident, notamment du côté de la France, Sanofi. Vous pensez que le Sanofi, quand Sanofi va produire la chloroquine en grande quantité, c'est d'abord à la Guinée qu'elle va penser? Elle va penser à la Guinée d'abord. Donald Trump a déjà tout pris. Il a mis dans son pays pour les Américains d'abord, la France pour les Français, ainsi de suite. On va penser à quand? On va penser à quand à nous autres? À quel moment on pensera à nous? Je pense que c'est le bon moment pour l'État guinéen de repenser notre système de santé, d'intégrer dans la coordination, dans la lutte, toutes ces valeureuses personnes qui ont une connaissance accrue dans le domaine de la recherche au niveau des plantes médicinales, afin que nous puissions aussi voir parallèlement si nous pouvons trouver une solution guinéenne. Vous savez ce qui étonne le public? Lorsqu'on dit un Guinéen a fait une recherche et aurait trouvé un remède contre le Covid-19, le Guinéen d'abord se met à rire. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable de le faire, ce n'est pas possible de le faire. Il faut qu'on se réveille. C'est peut-être une occasion de mettre en place des fondamentaux qui vont soutenir, bien entendu, notre structure sanitaire. Mais là, on est en train de l'affaiblir. On affaiblit le ministère de la Santé. Allez-y. Autant je pense que l'ANSS doit avoir suffisamment de pouvoir, autant je pense qu'il faut l'étoffer pour mieux gérer le coronavirus en Guinée, autant je pense qu'il faut éviter d'exclure ceux-là avec une expertise et un savoir-faire avéré. Parce qu'il y a une sorte, d'après ce que l'on apprend, une sorte de clanisation autour de Sakoba Keïta en faveur de certains de ses protégés qui excluraient des agrégés et des spécialistes des questions liées à la lutte contre les épidémies. Ça, on n'en a pas besoin. Sur les 20 000 tests, les 20 000 tests dont on est en train de parler, il y a quand même une seule question que je pose avant de prendre l'invité, si tu permets, Lamine. Une question bien simple. Nous, on en a acheté combien? Parce que ces 20 000 tests, c'est un don de Jack Ma que vous connaissez. Et donc, finalement, quel est l'effort de l'État guinéen par rapport à la prise en compte, à la prise en charge de ces cas et du dépistage qui sont en vue? Voilà, nous partons du côté du Mali. En direct ce matin, Monsieur Moussa Mara. Les grandes gueules. Monsieur Mara, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous aussi, vous avez pu organiser ces élections hier, des élections législatives donc au Mali, malgré la présence de la pandémie dans votre pays, malgré l'enlèvement donc de l'opposant principal. Dites-nous globalement comment ces scrutins se sont déroulés la journée d'hier. À ce que nous sachions, sur la base des informations communiquées par les autorités, sur l'ensemble du territoire, le scrutin s'est relativement bien passé, mais il y a eu évidemment une baisse importante de la participation due essentiellement à la menace du coronavirus Covid-19, mais aussi à la persistance de l'insécurité sur la partie centre, la partie nord de notre pays, avec beaucoup de bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir, des centres entiers qui n'ont pas pu ouvrir également.
Et donc, on peut dire c'est une impression mitigée qu'il faut avoir. Moi, personnellement, avant l'élection, j'avais demandé aux autorités de reporter les élections dues justement à ces différents facteurs. Les autorités ont cru devoir nécessaire de les maintenir. J'y participe moi-même personnellement puisque je suis candidat dans la commune 4 de Bamako. Et donc, grosso modo, il y a eu une forte baisse de participation et voilà quoi. Les résultats, maintenant, nous sommes en train de les compiler, on verra bien. Alors, ces élections-là, vous aviez conseillé l'autorité de bien vouloir les reporter. L'autorité y est allée. Même le chef de file de l'opposition aux mains de ses ravisseurs aujourd'hui avait encouragé à aller à ce scrutin-là. Mais il faut quand même rappeler que depuis 2018, ces élections auraient dû se tenir. Mais le contexte sécuritaire n'a pas permis cela. Alors, qu'est-ce qu'il y avait, quel est l'enjeu qu'il y avait derrière ce scrutin pour le tenir malgré le contexte sécuritaire et malgré le Covid-19? Nous, notre motivation dernièrement pour le report, c'était essentiellement le Covid-19. Sinon, nous sommes dans le lot des partis qui réclamons depuis 2 ans la tenue des élections parce que nous savons bien que le contexte sécuritaire n'est pas appelé à se résorber à court ou moyen terme. Nous savons que nous sommes durablement installés dans une période, dans une phase d'insécurité, même si c'est une insécurité à basse intensité, mais dans une phase d'insécurité. La raison principale de l'organisation des élections, c'est simplement le mandat de l'Assemblée nationale est arrivé à expiration depuis fin 2018. L'Assemblée nationale étant une institution importante dans notre organisation démocratique, il faut que le peuple soit représenté par des mandataires légitimes. Ce que moi je comprends parfaitement et nous avions réclamé à corps et à cri depuis décembre 2018 d'organiser ces élections. Maintenant, il y a un nouveau contexte avec l'apparition du virus. Le gouvernement a souhaité organiser les élections. On verra bien. Il y a un second tour qui est prévu dans 3 semaines. Est-ce qu'il aura lieu ou pas? Bon, on verra ce qui va se passer. Mais la menace du Covid-19 est une menace sérieuse, importante et significative pour nos pays. Bien. Alors, quel avenir au dialogue souhaité donc par le président Ibeka? C'est important de revenir là-dessus, Moussa. Dans ce contexte majeur, hein, c'est très important. D'insécurité surtout. Écoutez, le président lui-même, dans une interview à France 24 et RFI, a indiqué qu'il est favorable à l'ouverture du dialogue avec les groupes terroristes. Maintenant, il appartient à lui et à son équipe d'engager le processus, surtout que les groupes terroristes eux-mêmes ont répondu en indiquant qu'ils sont favorables à ce dialogue. Ils ont quand même assorti l'ouverture du dialogue à un préalable qui est le départ de toutes les troupes étrangères. Peut-être que c'est ce qui rebute un peu le gouvernement en ce moment. Nous avons donné notre opinion en disant que nulle part dans le monde on a des dialogues de ce type qui pourraient aboutir à des résultats tangibles. Nous pensions que c'est le principe même d'une fausse bonne idée, mais le gouvernement a pris l'option de le faire, laissons-le ouvrir et ensuite le gouvernement nous présentera les résultats qu'il aura obtenus, éventuellement. Bien. L'ancien Premier ministre malien en direct ce matin chez les Grandes Gueules, Monsieur Moussa Mara. Allez-y Moussa. Monsieur Mara, il y a quand même quelque chose qui me taraude l'esprit. Le chef de file de l'opposition malienne est enlevé. Potentiellement, peut-être, probablement par un groupe terroriste. Même si c'était par solidarité, vous auriez pu ne pas participer à cette élection, donc contraindre le gouvernement malien à ne pas les organiser. Parce que c'est aussi une question de vie. Autant le Covid-19 inquiète au Mali, autant la vie de Soumaïla Cissé aurait dû aussi inquiéter ses pairs. Je voudrais vous dire à ce propos plusieurs choses. La première chose, c'est que moi, personnellement, j'ai communiqué régulièrement. Hier encore, j'ai communiqué sur la nécessité que Soumaïla soit libéré. Je me suis déplacé personnellement pour aller au siège de son parti, témoigner ma solidarité et je pense que c'est le cas de l'écrasante majorité de la classe politique. La deuxième chose, peut-être qu'elle vous a échappé, c'est que le parti de Soumaïla Cissé lui-même a fait un communiqué vendredi pour demander à ce que l'élection se tienne dimanche. Ça, c'est son propre parti politique qu'il préside, en indiquant que la démocratie doit continuer, que Soumaïla, on doit se battre pour obtenir sa libération. La démocratie doit continuer et les élections sont une respiration normale. Moi, je suis de cet avis. Je pense
de liberté de Soumaïla, on espère qu'il sera libéré. D'ailleurs, pour la petite histoire, il semble qu'il ait été élu dès le premier à l'élection d'hier. La démocratie doit continuer. La démocratie doit continuer. Maintenant, la menace Covid-19, pour moi, est une menace des millions de Maliens et ça, nous devrons faire un peu plus attention à ça. Vous n'aviez pas voulu que ces élections-là aient lieu, mais puisque les autorités les ont maintenues, vous avez participé. Et est-ce que vous vous dites que les autorités ont eu raison de les organiser ou c'est vous qui avez finalement raison, eu égard bien entendu à l'explosion des cas? Moi, je reste toujours sur la position que les élections devraient être reportées. Et si le gouvernement peut les reporter le second tour, il faudra le faire. Pour la bonne et simple raison que les élections peuvent constituer un moment de contamination. Et ensuite, c'est que les autres mesures que le gouvernement demande aux populations, ces mesures sont un peu décrédibilisées par le maintien des élections. On peut difficilement demander aux gens de ne pas se déplacer, de ne pas sortir la nuit, de ne pas pratiquer des activités, tout en leur demandant de mener campagne et d'aller voter. C'est pour toutes ces raisons, pour une efficacité de notre riposte face à cette menace importante pour notre pays, que nous souhaitons que les élections soient reportées, y compris le deuxième tour des élections. Moi, je suis qualifié au deuxième tour. Je suis en tête du premier tour dans ma circonscription, mais le sort personnel n'est pas important face au sort de millions de nos compatriotes. C'est ça notre position et nous la maintenons. Alors, monsieur le Premier ministre, un des enjeux fondamentaux de ces législatives, c'était de pouvoir mettre en œuvre finalement la totalité de l'accord d'Alger pour parvenir à la paix au Mali. Et donc, les élections, le premier tour a lieu, mais face à la prolifération, je dirais, de mouvements et de groupes armés au nord Mali, est-ce que vous pensez toujours que l'accord d'Alger n'est pas obsolète? Est-ce que vous lui donnez toujours une chance? Est-ce qu'on peut y croire toujours? Moi, je reste fermement partisan de l'accord d'Alger, bien que je sache que l'accord d'Alger n'est pas très populaire dans notre pays, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que la plupart des Maliens ne comprennent pas de quoi il s'agit, et y compris au niveau des élites et y compris au niveau de la presse. J'estime que cet accord est un accord de décentralisation. Le pays a besoin de plus de décentralisation pour s'en sortir et faire face à des chocs comme les crises de rébellion ou autres crises. Cela étant dit encore une fois, les élections législatives sont une chose, la menace sanitaire importante contre le pays est une autre chose. Sauf si les autorités arrivent à nous démontrer qu'il n'y a pas de menace sanitaire importante. Pour moi, le Covid-19 est une menace plus importante pour notre pays que les terroristes et toutes sortes de menaces sécuritaires. Mais si les autorités ont des éléments qui leur permettent de dire que non, finalement, la menace, elle n'est pas sérieuse, pour des raisons scientifiques X ou autres, où on a un médicament, où on a... Là, on peut discuter d'autres choses. Mais tant que nous avons cette épée de Damoclès sur nos têtes, je pense que tous les autres sujets devraient passer en second plan au profit de celui-là. Accord d'Alger, décentralisation, démobilisation, ça veut dire que les Maliens sont en vie. Si les Maliens ne l'étaient pas, tous les autres sujets ne seraient pas d'actualité aujourd'hui, à mon avis. Oui, évidemment. Allez-y, Moussa Moïse, dernière question. Dernière question, est-ce que dans ce contexte, monsieur le Premier ministre, on peut parler de la transparence de ces législatives? Avez-vous décelé de la fraude à quelques endroits, puisque nous apprenions que à certains endroits on n'a pas pu envoyer d'assesseurs, de délégués, donc même que des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir. Est-ce que vous avez des informations sur la transparence de ce scrutin? Ben, ici ou là, comme ça arrive dans toutes les élections, ici ou là, il y a forcément des tentatives de fraude, des achats de conscience, des menaces. Il y a des manœuvres de ce type ici ou là localisées. Maintenant, penser à quelque chose de plus systémique, global, je ne le pense pas. On l'a pas vu au niveau des présidentielles. Je ne pense pas que ça puisse exister au niveau des législatives. Non, nos processus électoraux sont généralement assez bien organisés au Mali, depuis maintenant une vingtaine d'années.
Il y a toujours à la marge quelques situations ubuesques, comme on le constate par exemple à Kidal. Kidal, il y a des endroits où il n'y a pas d'élection. Les gens ont été sortis des bureaux de vote et puis on a rempli simplement les PV et on les a présentés. Ça, on l'a fait au présidentiel, on le fait là. Kidal, mais Kidal représente moins de 1% du corps électoral. Donc, il y a ici localisé, ici où il y a de la fraude, ici où il y a des menaces, ici où il y a de la violence, mais globalement, de manière structurelle, je ne le. Et partout où nous, au niveau de notre parti élément, nous avons constaté des dérives de ce type, nous portons des réclamations et nous nous inscrivons dans un processus institutionnel classique. Alors, c'est certainement les deux dernières questions, Monsieur le Premier ministre. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a souhaité un dialogue avec les groupes, avec des groupes armés au Mali. Le président, leader politique, chef de file de l'opposition, n'en voulait pas du tout. Vous, quelle est votre position? Et pour terminer, ces ravisseurs de Soumaïla Cissé ont fait des réclamations. Qu'en est-il la date? Est-ce que l'État malien va céder à ces réclamations-là? Bon, pour ce qui concerne le dialogue avec les groupes terroristes, je l'ai dit. J'ai dit d'abord, premièrement, je ne pense pas que les responsables de ces groupes terroristes qui sont mentionnés ici au Mali, qui sont les Maliens Yad Agakali et Amadou Nkoufa, soient autonomes pour prendre des décisions de ce type. Parce qu'ils se réclament de Al-Qaïda et les responsables de Al-Qaïda sont au Moyen-Orient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces aventures, généralement, quand on s'y engage, c'est pour terminer en martyr. Je vois difficilement ces deux chefs insérés dans un jeu institutionnel quel qu'il puisse exister et qu'on leur donne des responsabilités dedans. Donc je ne pense pas que ça puisse être efficace. Et troisièmement encore, dialogue, c'est dialogue pour parler de quoi? Puisque leurs intentions et leurs idées, leurs ambitions sont simplement incompatibles avec un État moderne, laïque, multiconfessionnel comme le Mali le vit depuis plus de 60 depuis son indépendance. Donc, est-ce que c'est vraiment compatible, ces deux mondes? Je ne le pense pas. Je dis, moi, en lieu et place de dialogue avec des leaders, comme si on discutait avec un parti politique ou des groupes armés aux ambitions politiques, nous devrons travailler un peu plus à les affaiblir de l'intérieur, à travailler sur leur entourage et à créer un système pour que les gens puissent les quitter, les soldats puissent les quitter et revenir dans la République, comme cela a été fait au niveau de l'Algérie dans les années 99 avec la loi de Concorde nationale. L'État malien a à être plus intelligent, plus alerte, plus dynamique, plus innovant, plutôt que de s'engager dans une démarche classique, discussion avec ses leaders. Mon opinion, maintenant, l'État l'a décidé, attendons de voir ce qu'il va dire. Pour ce qui concerne la libération de Soumaïla, là aussi la balle est dans le camp de l'État. Il semble que les ravisseurs aient présenté des doléances par rapport à la libération de leurs congénères et puis aussi au versement de rançon. Maintenant, c'est à l'État malien d'aviser et de voir. Ce qu'il faut simplement souhaiter, c'est qu'il faut tout faire pour obtenir la libération de Soumaïla sain et sauf et qu'il puisse continuer à jouer le rôle qu'il joue au sein de notre échiquier politique qui est un rôle majeur depuis une vingtaine d'années. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Il faut le rappeler, vous êtes ancien Premier ministre et président du parti ADEMA. Merci beaucoup. Et surtout, bon courage du côté du Mali. Merci bien. Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région.